Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur les sites de la Tribune. Je suis ravi de vous accueillir pour cette étape bordelaise de Tech for Future, le plus grand concours de start-up de France autour d'une ligne de conduite, Penser la tech autrement. Nous allons aujourd'hui parler de logistique urbaine, de décarbonation de l'économie avec une table ronde sur le thème logistique urbaine, un futur sans voiture. Pour répondre à cette question, j'ai avec moi Virginie Surtiz, chef de projet décarbonation à l'agence développement innovation Nouvelle-Aquitaine. Cyril Texier, vous êtes le président de la French Tech Bordeaux, et Benoît Trouvé, fondateur et pilote de Midipil Mobility. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous cet après-midi. Benoît Trouvé, on va commencer avec vous, puisque remplacer les véhicules thermiques dans nos centres-villes, à commencer par la logistique urbaine, c'est la raison d'être, j'ai envie de dire, de Midipil Mobility. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques minutes votre entreprise et ce fameux véhicule mi-vélo, mi-voiture? Je suis très content d'être là. Effectivement, c'est pas moi qui vais le décider, mais à 2025, on va avoir la mise en place des zones à faible émission mobilité. Donc c'est une décision européenne qui, par cascade, a été inclue dans la loi climat et résilience en août 2021, et donc qui va discriminer les véhicules par la vignette CRIT R. Donc les véhicules les plus polluants ne pourront plus rentrer à partir de 2025, et puis ça va s'échelonner, et en 2030, plus aucun moteur thermique rentrera dans ces zones. Donc c'est les communautés d'agglomération de plus de 150 000 habitants sur tout le sol européen. Et finalement, quand on met en regard du nombre de véhicules aujourd'hui qui rentrent dans ces zones pour faire de l'acheminement logistique, mais aussi du transport de personnes d'ailleurs, finalement on a un problème, c'est qu'on doit remplacer un gros volume de véhicules, et surtout trouver toutes les solutions logistiques pour pouvoir continuer à faire le job. Quelle est cette solution? Est-ce qu'on est encore sur de la voiture chez Midipil Mobility? Voilà, donc nous ce qu'on propose, c'est une nouvelle catégorie de véhicules. Entre le vélo cargo et la petite camionnette qui fait les livraisons en milieu urbain. C'est un véhicule 4 roues, carrossé fermé, photovoltaïque à pédale, qui va rouler à 45 km/h et emporter 300 kg de charge utile. Voilà. Notre savoir-faire, c'est la chaîne de motorisation qu'on a baptisée MICO, qui est en fait une chaîne de motorisation donc à pédale, qui vous envoie quand même 300 kg à 45 km/h, qui est connecté. Et qui finalement fait un véhicule très désirable, très sympathique à conduire, très fun, mais qui dans le contexte actuel sera peut-être une des solutions pour répondre à ces problématiques de coûts énergétiques, de coûts à l'usage, la restructuration des villes, et peut-être même répondre à cette question d'imaginaire, là où l'automobile actuelle est peut-être en panne. En termes de dimension, juste, c'est la taille d'une voiture, d'un vélo cargo? Ouais, c'est un gros vélo cargo, donc ça fait pas plus de 3 mètres, 90 cm de large, donc ça se faufile, ça se gare bien, ça se met en double fil. Et puis en termes de réglementation, c'est pas mal de le citer, on aura 2 versions. On aura une version voiture sans permis 45, donc qui se roule à partir de 14 ans, et une version vélo cargo qui pourra donc rentrer dans les zones piétonnes et sur les pistes cyclables. Merci, Benoît Trouvé. Virginie Surtiz, je me tourne vers vous. On parle de décarbonation, c'est celui dont vous vous occupez chez ADI Nouvelle-Aquitaine. En un mot, quelles sont les missions d'ADI? Alors ADI, c'est l'agence de développement et d'innovation de la région Nouvelle-Aquitaine. La mission d'intérêt public que nous avons consiste à accompagner les entreprises dans leur transformation, leur transition écologique, numérique, etc. On soutient également la structuration des filières émergentes régionales, et on accompagne les territoires à appréhender les nouveaux défis posés par justement ces transitions. Notre raison d'être, c'est d'informer, de connecter et d'accompagner les entreprises et les territoires. On l'a vu, parmi les grands défis, il y a la décarbonation justement. Tout à fait. Comment on doit s'y prendre? Quelles sont les questions à se poser quand on veut décarboner? Alors, ici la logistique, mais plus généralement. Alors quand on parle de décarbonation, effectivement on parle de réduction de l'impact gaz à effet de serre d'une activité économique. Pour la logistique comme pour toutes les autres activités économiques, la décarbonation ça passe par d'abord connaître les impacts. Là, quand on parle de logistique, il s'agit de principalement le carburant. Aujourd'hui, ce sont les carburants fossiles qui nous posent problème. Ensuite, sobriété, efficacité et puis substitution. Donc quand on parle de sobriété, il s'agit de sujets qui sont un petit peu moins tech, mais qui sont plus sur revoir le modèle économique, passer sur de l'optimisation de la demande, modifier le modèle de consommation.
Les circuits d'appro. Exactement, par exemple. Ensuite, on passe sur l'efficacité, pour améliorer l'efficacité de nos modes de consommation. Donc là, on va penser report modal, on va penser modification des motorisations. Et ensuite, on va travailler sur la substitution, donc passer sur des énergies renouvelables et décarboner vraiment les combustibles. Et donc là, on va plus parler sur l'électrification, l'hydrogène, des sujets de ce type-là. Merci. Cyril Texier, vous êtes donc président de la French Tech Bordeaux. Sur ces sujets d'énergie, mais aussi d'usage, on est à la fois dans la tech et puis dans les usages quotidiens. Est-ce que Midi Mobility est un ovni total dans le paysage ou est-ce qu'il y a un mouvement plus large sur la décarbonation, sur la mobilité des startups en Nouvelle-Aquitaine? Je ne sais pas si c'est un ovni, mais je ne pense pas. Non, honnêtement, c'est un acteur innovant. Comme tout entrepreneur de la French Tech, mais la tendance, elle est permanente, je dirais. On parlait de décarbonisation de l'économie, je dirais de la France, donc il faut innover. Et nous, sur le territoire néo-aquitain, qui est la plus grande région, il faut qu'on se véhicule, et il faut qu'on se véhicule aussi de manière personnelle et aussi professionnelle. Donc on a plein de sociétés, plein de services, plein d'entreprises qui se créent autour du transport éco, on va dire, écologique dans le bon sens du terme, économe aussi, et c'est une tendance de fond, et ça va faire qu'accélérer, puisque les investissements qui sont derrière, elles se feront que s'il y a un impact sociétal et environnemental. Donc, comme toute start-up, si vous voulez croître, potentiellement, vous aurez besoin d'investissements, et les investissements, ils se feront que de manière écologique. Donc il y a une tendance de fond. Benoît Trouvé, justement, sur Midipil, au-delà de ce véhicule lui-même, quelle est la logique que vous développez derrière? Est-ce qu'on est sur de la vente, de la location? Quel est l'écosystème qui effectivement, on parle beaucoup du véhicule et c'est déjà en soi une innovation d'usage. Mais effectivement, c'est tout l'écosystème de mobilité qu'il faut penser. Comment ce véhicule va se recharger, se garer, pour les flux logistiques, comment il va s'interfacer par rapport à des quais de chargement, ou bien faire le dépôt des colis devant le pas de la porte d'un commerçant. Nous, ce qu'on propose, c'est de faire de la location, de la souscription. Donc on est un peu dans l'idée du leasing, c'est-à-dire que vous vous engagez pour une durée relativement courte et vous additionnez à votre véhicule des services qui vont être assurance, maintenance et des services sur la base de la data, donc des services connectés, très très valeureux pour ces professionnels et ces usagers-là. Vous packagez ça par mois. Et puis derrière, nous, on est circulaire natif, c'est-à-dire que en fait, les véhicules nous appartiennent tout le temps. Ce que veut le client, lui, c'est juste se déplacer, il se concentre sur son métier, et nous, on lui propose un moyen de le faire. Voilà. Et donc, au bout d'un certain nombre d'années, le véhicule est rentabilisé. Il est prévu pour être réparé, rétrofité. Il fait plusieurs boucles, et donc on a des rampes 2, des rampes 3, et on essaie de le faire pousser le plus loin dans le temps possible, parce que derrière, c'est moins cher pour nos clients, puisque en fait, ils n'ont pas désinvesti. Et aujourd'hui, aller regarder le prix d'un véhicule électrique avec aussi hydrogène, on a parlé de plein d'autres solutions, regardez les prix comparatifs dans une incertitude aussi de matières premières, lithium fois 11,5 en un an, etc. Donc, quelque part, ça lui réduit son incertitude et il peut concentrer ses investissements sur d'autres éléments de son business, pas dans ses véhicules, mais vraiment dans son core business. Nous, en termes de rentabilité, au lieu de faire des marges uniquement sur les véhicules, on fait sur l'ensemble du service. Et donc, c'est beaucoup plus profitable. Et puis enfin, les émissions de CO2, c'est-à-dire que vous avez moins d'assets, moins de véhicules qui sont surchargés, qui font beaucoup plus de choses que ce que font aujourd'hui la majorité des véhicules, qui passent d'ailleurs la majorité de leur temps arrêté. Et donc à la fin, tout le monde y gagne. Donc vous gérez la construction, la location, la réparation, maintenance. Tout ça se fait en Charente? Alors oui, le pilotage se fait depuis la Charente et un peu sur la région bordelaise aussi, puisque c'est notre terrain de jeu et les cas d'usage aujourd'hui se passent plutôt ici. Nous, l'idée après, c'est évidemment d'industrialiser sur le sol français. On a des pépites de l'industrie automobile aujourd'hui qui sont en sous-charge, qui sont vraiment en souffrance, tout simplement parce qu'on achète beaucoup moins de voitures et on va en acheter probablement encore moins demain. Et donc derrière, c'est une opportunité en fait pour développer cette nouvelle filière et profiter des infras qui sont déjà ici. Au passage, la France est sous-industrialisée, c'est 10% du PIB, quand on sait que la moyenne européenne c'est 16 et l'Allemagne 20. Donc en fait, on a vraiment une partie à jouer sur l'Indus. Ce projet est infiniment industriel, mais clairement, en fait, il va non seulement répondre à un besoin des territoires, donc on peut avoir une industrie proche des bassins d'emploi, mais clairement au niveau national, il est en direct ligne avec ce qu'on nous propose et je pense vers où il faut aller.
Merci. Je voudrais on a déjà un peu abordé le sujet. Je voudrais qu'on revienne sur les moteurs de ce marché, de cette dynamique globale au-delà de MDP Mobility, qui peut concerner la filière cyclo-logistique, la filière fluviale. Quels sont les moteurs de cette dynamique, de ces marchés? Est-ce qu'on est sur de l'altruisme pur ou est-ce qu'il y a des questions réglementation, des questions générationnelles? Virginie Surtis, peut-être pour commencer. Je pense que c'est une combinaison de tout un tas de facteurs. Il y a effectivement des bonnes idées qui donnent envie de les suivre et donc de générer des nouveaux modes de consommation, des nouveaux modes de transport. Et puis il y a aussi les réglementations qui font qu'on se pose des questions pour répondre à ces nouvelles problématiques. Donc en fait tout ça, ça s'auto-alimente et puis il y a effectivement cette prise de conscience globale qui se joue et qui permet de passer d'un mode à un autre. Enfin moi je pense que tout ça, ça arrive en conjonction. Pour compléter le réglementaire, si je prends les drones ou les zeppelins, si on prend Flying Wells, qui n'est pas une licorne encore chez nous, qui a levé beaucoup ces derniers temps, c'est de la logistique à travers des drones et puis des zeppelins, des montgolfières, on va dire des énormes montgolfières. Et donc là, il y a un côté réglementaire. Comment ça circule dans nos airs pour aller d'un point A à un point B à un point C. Et ça va être un sujet, je pense, gouvernemental et surtout européen. Et donc, si on veut faire émerger nos pépites qui ont des super idées avec des moyens de transport économes et écologiques, éco-responsables, on n'aura pas le choix de passer par une nouvelle législation en termes de transport. Qui se joue pour le coup au niveau national ou européen. On a aussi des acteurs, la logistique décarbonée, qui circulent aujourd'hui à Bordeaux et ailleurs. Je pense notamment à la cyclo-logistique, peut-être demain à la Garonne qui sera davantage utilisée. C'est des sujets pour ADI à accompagner? Alors oui, ce sont des sujets qu'ADI accompagne parce que ce sont des sujets pour l'économie de Nouvelle-Aquitaine. On a effectivement un gros projet de relance du fret fluvial et notamment avec Bordeaux Métropole qui travaille dur pour mettre en place une logistique urbaine fluviale. L'objectif là, c'est de réutiliser le fleuve comme il l'a été par le passé, de pouvoir décarboner la logistique qui aujourd'hui est extrêmement basée sur le camion. Quand on sait qu'un train ou qu'un bateau émet 4 fois moins de gaz à effet de serre qu'un poids lourd, déjà on se dit qu'il faut peut-être y réfléchir. De la même façon, quand on passe par le fleuve, en général on irrigue le centre-ville avec des véhicules légers. Donc là, les véhicules légers qu'on connaît, qui sont thermiques, consomment 10 fois plus qu'un poids lourd à la tonne transportée. Donc là, l'idée, ça serait de passer en cyclo-logistique. Donc c'est de créer de l'intermodalité autour de modes qui sont en développement ou en redéveloppement. Donc il y a pas mal de travail au niveau urbain, justement, pour intégrer tous ces nouveaux modes de transport. Et ce sont des sujets qu'on accompagne à la fois sur la structuration de la filière cycle en Nouvelle-Aquitaine et sur la mise en place d'une offre commerciale de transport par le fleuve. Cyril Texier, vous avez évoqué les investisseurs tout à l'heure qui ont un rôle clé à jouer pour les projets de demain. On entend que même les fonds qui ne sont pas à impact ont désormais des critères à impact. Est-ce que juste on l'entend ou est-ce que vraiment voilà, on ne peut pas faire autrement? On ne peut pas faire autrement. On est à la Tribune Bordeaux, donc je parle de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes notre territoire French Tech Bordeaux. L'année dernière, c'est plus de 750 millions levés, alors que l'année dernière, c'était 2,5 fois moins. Les levées sont plus importantes, mais les nouvelles levées ou celles qui sont encore plus importantes, elles se feront que si il y a un côté impact, ce que je disais tout à l'heure. Il faut avoir une vocation impact et sociétale environnementale. Si on doit changer le monde de demain, d'aujourd'hui même, il faut innover et les tests d'investissement ne seront que si le créateur d'entreprise a une vocation éco-responsable. J'ai envie de dire, fini le greenwashing, on est allé dans l'étape d'après. Je ne me permettrai pas de dire ça, mais oui, là c'est concret. Là c'est concret. La crise faisant que, l'inflation, donc je pense que les investisseurs ne mettront pas leur argent n'importe où. Benoît Trouvé, vous parliez des ZFE tout à l'heure. Ce n'est pas les seuls cas d'usage de MDP Mobility, ou est-ce qu'on peut imaginer voir ces véhicules? Qui sont vos futurs clients concrètement? Comme toute start-up, on choisit une petite cible marché, une petite niche. On est très très bon et puis une fois qu'on a fait ses preuves, après on peut démarcher d'autres clients. Nous aujourd'hui, on est vraiment concentré sur la logistique urbaine. Alors je ne dis pas de dernier kilomètre, puisque nous on est une solution complémentaire au vélo cargo, qui au passage transporte quand même plus de 500 kg pour les applicatifs les plus capacitifs. Nous on est plutôt sur de long range.
avec des capacités de 300 kg. Donc on va faire du 10 km, 15 km, 20 km en zone urbaine, mais aussi périurbaine. Donc ça, c'est vraiment notre démarrage. Et l'autre verticale, effectivement, c'est le transport intrasite. Donc tous ces endroits, en fait, on a plein de marchandises, mais aussi de personnes qui finalement évoluent, bougent, sont transportées dans une surface limitée. Donc on peut citer des hôpitaux, des aéroports, des gros sites industriels, voilà, ce genre d'endroits. Nous, à terme, évidemment, on prévoit un véhicule qui est très très polyvalent, c'est vraiment un Lego, donc c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir composer énormément d'usages et on va en fait décliner toute une gamme sur ce même principe d'un petit véhicule économe, des véhicules plus sport, des véhicules plus famille, des véhicules handisport, parce que c'est souvent les oubliés de la fête, des véhicules pour partir en week-end, ludiques. Voilà, des véhicules peut-être plus car sharing pour un usage plus haute fréquence. Donc on a vraiment cette ambition avec des services connectés évidemment, tout un tas de briques technologiques voilà, qu'on se dépêche de développer pour adresser toute cette mini-mobilité de demain. Ce mouvement vers la décarbonation, Virginie Surtees, il est aussi drivé par les politiques et les stratégies RSE des entreprises, par la commande publique qui doit se verdir. Alors oui, effectivement, il y a le fait que en fait, tout arrive un peu en cascade. On a les réglementations européennes qui impliquent certaines obligations sur les grands donneurs d'ordre qui ensuite déclinent dans leur supply chain et qui font que tout à la fin, ça arrive aussi dans les plus petites entreprises. Et puis, à l'inverse, ça remonte aussi par les demandes de consommation et vers les demandes de nouveaux projets. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un moment où tout arrive à se mettre en place. Justement, il y a une certaine maturité sur les technologies, à la fois sur les vélos, sur les véhicules, les matériaux, sur le stockage de l'énergie et sur les remorques aussi, parce que malgré tout, on peut avoir des super vélos, mais il faut pouvoir transporter. Donc les remorques, c'est super important aussi. Donc il y a une maturité technologique, il y a aussi beaucoup de réflexions en cours sur les infrastructures et la place du report modal, les lieux où vont se produire ces échanges de marchandises et notamment comment les intégrer à la ville et aux infrastructures de transport. Et on arrive aussi à un moment où on a une maturité, on va dire, numérique sur l'utilisation des outils numériques de manière générale et justement le lien qu'ils arrivent à faire entre l'utilisation physique réelle du monde réel et un peu le monde théorique de l'infrastructure. Donc il y a cette conjonction qui fait qu'on arrive à développer des nouveaux produits, des nouveaux modes de consommation, des nouveaux modes de transport. Et je trouve que là, on est dans un moment très intéressant, charnière, pour développer le nouveau monde du transport. Et alors sur ce moment charnière, il y a la question, quand on parle décarbonation, économie circulaire, de la proximité du territoire, si on veut éviter des trajets à l'autre bout du monde. Donc la fabrication en France, pas forcément en Nouvelle-Aquitaine, mais au moins en France, c'est un mouvement de fond. Cyril Texier, on a trouvé sur les startups, il y a 4 ou 5 ans, c'était encore très rare d'avoir des projets comme ça. Aujourd'hui, c'est quasiment... C'est le plan France Relance, France 2030, réindustrialisation. Le monde économique faisant que, et géopolitique, la Chine se referme, tout le monde se referme. C'était déjà une volonté. La guerre réaccélère ce choix stratégique de produire en France un minima en Europe. Oui, c'est un vrai mouvement de fond. Par contre, les coûts sont plus élevés, mais si on construit des usines, il faudra aussi qu'elles soient éco-responsables et vertes. Et il faudra le faire aussi avec notre savoir-faire européen, tout à fait. Et le regard des investisseurs a changé quand on va les voir pour leur dire j'ai un projet d'usine ou en tout cas de... Alors, je ne suis pas dans la tête des investisseurs, hein, ce n'est pas mon métier, mais ce qui a fait accélérer aussi les levées de fonds ces derniers temps, c'est aussi les investisseurs étrangers. Mais je pense que tout le monde est conscient qu'il faut changer le monde de demain et la planète, donc je pense que tout le monde aura les mêmes tests d'investissement. Dans votre projet, vous avez trouvé, c'était une équation, dans l'équation de base, c'était une production... Évidemment, c'est indispensable. Vous voyez, on a même poussé le trait encore plus loin. On s'est dit, on se met à Angoulême. C'était une terre d'industrialisation dans le passé. Donc il y a de l'énergie en local, il y a de l'eau, il y a des dénivelés. Pourquoi l'industrie s'est mise ici, textile, papetière? Justement parce qu'il y avait des gisements énergétiques locaux pour faire tourner des machines. Vous voyez, donc je pense que l'histoire aujourd'hui, on n'est pas là, mais peut-être une région bordelaise est beaucoup plus démunie sur, je sais pas, un prix du kilowattheure élevé ou des ruptures d'appro de carburants fossiles liquides. Voilà, ça peut éventuellement poser des problématiques. Alors, moi, je pense qu'il y a du local, c'est-à-dire qu'on doit évidemment, nous,
continuer sur cet outil industriel automobile. Franchement, on a beaucoup délocalisé, mais on a encore cette industrie automobile. Il faut juste la charger et peut-être la redévelopper, mais la réorienter. Voilà. Et donc, plan France Relance Transition 2030, c'est aussi l'idée de dire on avait ces chaînes-là et on va les réorienter vers des véhicules qui vont être un peu différents. Donc ça, on peut. Et après, de manière plus globale, je voudrais dire aujourd'hui, je vois pas en fait comment on va garder une cohérence sur un Green Deal, sur un niveau européen, en continuant à acheter en Asie. Donc il faut savoir que les constructeurs allemands ont une grosse production de véhicules électriques sur le sol asiatique. Il se vend plus de Mercedes en Chine que dans le monde entier. Donc vraiment, on a en fait comment dire ça, cette rupture qui va s'opérer. Je ne vais pas citer des constructeurs plus français qui produisent aussi en Asie, mais à un moment, il va falloir choisir son camp. Et nous, on l'a choisi, et de se dire, à un moment, on ne peut pas avoir une compétitivité industrielle en Europe avec une vraie industrie automobile. Je rappelle qu'un emploi sur 10 en Europe est lié à l'automobile, de près ou de loin. Et puis accepter du dumping de l'étranger, et puis se laisser faire comme si ne rien n'était. Donc moi, je crois qu'on est capable de continuer à réindustrialiser, à rapatrier, à recréer une industrie. On est une nation d'industrie automobile et aussi d'ailleurs cyclée. Hein. Le vélo est né en Italie, en France. Mais, donc en fait, reprenons juste notre place. Arrêtons de regarder ce qui se passe ailleurs, concentrons-nous sur ce qu'on a à faire et donnons la chance aux entrepreneurs voilà, il y a beaucoup de talent sur ce territoire, je vais le dire très fort ici mais parce que j'en fais partie, mais il y a beaucoup de talent, franchement, tous les jours, c'est incroyable ce qui se passe. Les gens sont très motivés. Juste, il faut que les gens qui ont les moyens financiers flèchent vers ces nouvelles façons de voir le monde et puis nous donnent les moyens de le prouver. Vous avez dit qu'il faut faire des choix. Quand on voit le marché automobile aujourd'hui, le choix du consommateur, il ne s'oriente pas forcément vers des véhicules ultra légers, plutôt des SUV, des véhicules très lourds qui sont dans les rues, qui polluent, qui ont énormément de consommation de ressources. L'automobile doit aussi se déconstruire, Virginie Surtees. Se déconstruire, oui, dans l'imaginaire, je pense, qui représente parfois une partie de la réussite sociale, en tout cas la partie visible. Et c'est des changements de société qu'on voit, hein, qui se font un peu doucement. Mais je pense effectivement il faut un peu déconstruire cet imaginaire. Et puis, sur un parallèle, on a parlé un petit peu doucement de ces sujets de société, mais effectivement, aux côtés de la reconstruction de l'imaginaire par rapport à la réussite sociale et du coup aux véhicules qu'on veut conduire, il y a aussi le fait qu'il y a tout un tas de structures qui émergent de l'économie sociale et solidaire qui sont extrêmement liées à ces nouveaux modes de transport. La cyclo-logistique aujourd'hui, c'est énormément d'entreprises de l'ESS et il y a toute une économie qui est en train de monter et de grossir et qui va prendre sa place. Et à un moment donné, il faudra se rendre compte que, en réalité, travailler dans une entreprise qui pollue, c'est pas bien. Travailler dans une entreprise qui change la donne, c'est super. Et donc, du coup, c'est peut-être par là qu'on va opérer le shift. C'est quand on va commencer à se rendre compte que ce qu'on fait, ça a un impact. Et donc, le produit que l'on produit, il est désirable. La place de la voiture, c'est un des obstacles à Midi Mobility ? Oui, non, en fait, ça va finir par s'imposer. En fait, dans une contraction énergétique, vous avez du mal à mettre la main sur des matières premières. Vous avez des villes qui sont plus adaptées à l'automobile telle qu'on l'a connue. On a parlé même de l'imaginaire aujourd'hui. Est-ce que avoir un véhicule automobile, c'est la liberté ? Est-ce que vous y croyez encore ? Non, en fait, on doit changer le paradigme et on n'aura pas le choix. Donc finalement, une fois qu'on a entériné ça et que c'est un choix de société, on s'y met. Alors, il y a de la résistance. Je viens des constructeurs, je veux dire, on parle tous les jours avec des anciens collègues, ils le vivent de l'intérieur, c'est des paquebots. Vous faites un investissement de ferrage pour faire des châssis, c'est 25 ans d'invest, évidemment, ça ne change pas. Un gros paquebot, vous donnez un coup de barre, le temps que le paquebot change de direction, ça ne se fait pas 2 temps 3 mouvements. Mais par contre, ils font partie de l'équation. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein d'enquêtes qui montrent que la population, les usagers sont prêts à changer, mais n'ont pas forcément les solutions qui sont raccord avec leurs vrais besoins. Et donc c'est ça, en fait, l'agilité de la start-up, elle fait cette jonction, elle va sur des nouveaux moyens de mobilité, mais elle crée toutes les conditions nécessaires et souvent non suffisantes pour pouvoir faire ce switch. Voilà. Et il a été parlé de désirabilité, je voudrais vraiment insister là-dessus. Nous, c'est notre credo chez Minipil, on essaie de faire des designs sympas, on essaie de montrer que c'est un véhicule fun et franchement à conduire, c'est super sympa, on s'amuse. Donc la mobilité de demain, elle n'est pas punitive, elle est fun et sympa, elle est désirable. Et puis, juste un moment, on n'aura plus le choix en fait.
Moi, je reviens sur l'histoire de la voiture. Après, il y a déjà des applis qui existent, des marketplaces où on peut partager sa voiture, on n'est pas obligé d'avoir sa voiture. Donc déjà, c'est déjà dans les mœurs, quoi. Donc après, demain, ça sera la même chose avec une voiture un peu plus propre. Tout à fait. Donc vous disiez les voitures sont plus, les villes sont pas adaptées à nos voitures. Les nouvelles voitures sont pas forcément adaptées à nos anciennes villes. C'est aussi souvent ça le problème. On le voit dans les petites rues de Bordeaux. Vous parliez de paquebot. Les startups pivotent beaucoup plus vite. À la FunCheck Bordeaux, vous avez pris le mouvement il y a déjà 2 ans avec le programme NA20 pour essayer de. Ouais, il y a même plus que 3 ans parce que quand le Next 40 LFT 120 est sorti il y a 3 ans, pour rappeler, c'est les 40 boîtes. Alors, les critères changent du reste parce qu'avant c'était en hypercroissance et maintenant on parle aussi d'impact sur les nouveaux critères, sur la promotion qui va arriver là. Donc, comme quoi tout change aussi. Et on s'était dit, Next 40 FT 120, on ne va pas avoir les licornes tout de suite en Aquitaine. Autant aller chercher nos pépites, que ce soit dans l'Haute-Garonne, au Limousin ou en Dordogne, qui sont capables de créer des choses vertueuses. Et on avait créé ce programme il y a 3 ans, tout à fait. Et c'est pour ça que tous les ans, on a une promotion de 20 startups à impact, et ça fait 3 ans que ça dure. On n'a pas de licorne en Nouvelle-Aquitaine, mais on a des idées. Notamment est-ce qu'on a besoin d'être une licorne licorne Est-ce qu'on a besoin d'être une licorne pour réussir? Notamment dans l'économie sociale et solidaire, où la filière est assez forte aussi. On va conclure avec vous, Benoît Trouvé. Vous n'êtes pas venu en midi pile ce matin. Quand est-ce qu'on pourra en voir dans la vraie vie, j'allais dire sur 2023, on va les voir un peu plus nombreuses. On va en fabriquer une toute petite série pour valider les cas d'usage auprès de nos clients. Donc ça s'appelle des POC, des Proof of Concept en grandeur nature, quoi. Et puis si tout va bien pour nous, c'est-à-dire que la définition série conviendra et on va démarrer une petite production donc, en Charente à partir de 2024, quelques centaines de véhicules. Voilà, vous allez en voir sur la région bordelaise, en Charente, peut-être ailleurs, dès 2023 et puis plus largement sur 2024 et la suite. Merci à tous les 3 d'être venus nous parler de ce sujet de la logistique urbaine décarbonée. Prochaines étapes de la tournée Tech for Future, ce sera à Nantes le 2 février, puis à Paris le lendemain le 3 février. Merci à toutes et tous, à très bientôt sur les sites de la Tribune. Tous les vendredis sur BFM Business, Frédéric Mazzella reçoit une personnalité, entrepreneur, artiste, athlète, reconnu pour sa contribution innovante ou exploratoire. Des startups viennent aussi pitcher leur business et bénéficier de conseils. Les pionniers chez Fred Mazzella, présentés par Frédéric Mazzella, tous les vendredis à 19h sur BFM Business, en replay et en podcast sur tous nos supports digitaux.